Je vais beaucoup naviguer dans le livre. Je sais pas, il y a peut-être des coupes à faire. Donc on reste sur lumière de l'épidémie, lumière au pluriel, comme si avec des lumières. Et puis cette fois, ça sera Thucydide et la rationalité, ou un truc, je sais pas, la rationalité grecque. Euh, si nous pouvons encore parler du mal, c'est qu'il ne nous étrangle pas tout à fait encore. C'est toujours comme ça. Finalement, tant qu'il y a encore un discours sur le mal s'épuise contre ce discours, contre la prise de parole humaine. Et justement, c'est un peu ce qui se passe sur la croix, en fait. Le mal s'épuise contre le verbe. Voilà, tant qu'on peut parler. Mais quand il nous saisit, qu'est-ce qu'on peut dire et que valent les mots que l'on aura prononcés alors sur lui? Est-ce qu'ils tiendront encore ou pas? À quoi servent les leçons que nous donnons ici? À rien, peut-être. En tout cas, au moment de la confrontation au mal, ou du combat avec l'ange, voilà, il reste quelque chose qui est au-delà. Mais bon, donc ce rien, ces leçons, de l'histoire passée, on va en parler aujourd'hui. Et ces leçons que nous essayons d'avoir, de prendre, peut-être qu'elles ne serviront à rien. Mais ce rien, c'est peut-être aussi notre dignité. Et de continuer à parler et de ne pas nous laisser totalement submerger. Au départ, on avait dit passer de la sidération à la considération. Et il y a cette dignité humaine de l'homme qui parle encore et qui, peut-être même au moment ultime, pourra dire, voilà, entrer dans cette supplication, dans cette à nous deux, la dernière parole de Bernanos, à nous deux, à la fois nuptiale et guerrière. Aujourd'hui, comme promis, Thucydide, le père de l'histoire politique. Bien sûr, on dit que le père de l'histoire, c'est Hérodote, mais Thucydide a une place particulière qu'on va voir. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr, on parle de Thucydide. Dans Télérama, il y a un article sur Thucydide. Pourquoi? Parce que l'épisode de la peste d'Athènes, donc comme il faut attirer le lecteur, tout le monde revient à ce texte de Thucydide. Et d'ailleurs, on peut observer qu'il y a un retour régulier de Thucydide à l'occasion des drames humains. Épidémie, bien sûr, là on le voit, mais aussi guerre, à l'évidence. Le grand livre de Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse, ce livre est toujours rappelé, ressuscité, quand ça va mal. Dans l'hiver 1917, Albert Thibaudet écrit un texte qui s'intitule « La campagne avec Thucydide ». Donc il pense la guerre de 14 à partir de Thucydide. Et Jacqueline de Romilly observe que régulièrement apparaissent des livres. Alors à son époque, elle mentionnait un livre, Thucydide et la guerre mondiale, Thucydide et la politique de la bipolarité, en pleine guerre froide, donc on peut tout faire avec Thucydide. Je me suis renseigné moi-même, je me suis dit, est-ce que ça marche toujours? Et j'ai découvert qu'en janvier 2019, me semble-t-il, aux éditions Odile Jacob, un type de Harvard qui s'appelle Graham Allison a sorti un livre qui s'intitule « Vers la guerre, la Chine et l'Amérique dans le piège de Thucydide ». Voilà, Thucydide revient. Là, en ce moment, c'est la peste, mais il se peut que la Chine nous a envoyé la peste, il se peut que ce soit la guerre après avec la Chine, là, manifestement pour cet auteur-là, parce que Thucydide est un penseur de la guerre totale, un penseur d'une guerre qui commence avec une forme de légitimité et qui va devenir une guerre impérialiste, et avec les Athéniens qui vont aller trop loin, et qui vont essayer de conquérir la Sicile, qui vont vraiment se perdre dans leur désir impérialiste et dans une sorte de rivalité déjà de montée aux extrêmes entre Sparte et Athènes finalement. Donc il y a toujours une description chez Thucydide qui est une description vraiment objective où il montre ces rivalités s'envenimer, s'exacerber et qui reste un modèle
de pensée. Donc, pour l'épidémie, ce sont quelques pages de la guerre du Péloponnèse, et puis pour la guerre en général. Alors, Thucydide revient, c'est pas moi qui le fais revenir sur le devant de la scène, je me fais le disciple de Télérama, mais on va aller un petit peu plus loin, j'espère, que Télérama. D'abord, il faut parler de la formation de Thucydide à l'époque, à cette époque-là, cette époque qu'on appelle le siècle de Périclès. Jacqueline de Romilly, dans sa préface, c'est la grande traductrice de Thucydide, c'est une grande spécialiste de Thucydide, parle à propos de Thucydide d'une rigueur sans précédent. Et elle insiste sur l'objectivité éblouissante de Thucydide. Un type de rationalité qui, d'ailleurs, va mettre à l'arrière-plan les explications divines, célestes. Vous vous souvenez, au début de l'Iliade, la peste ravage le camp des Achéens, ça commence comme ça, et c'est Apollon qui tire ses flèches pour venger son prêtre Chryzé. Là, non, il y a des explications. D'où ça vient, tout d'un coup, cette sortie d'une pensée encore un peu mythique chez Hérodote. Voilà ce que dit Jacqueline de Romilly. Hérodote laissait encore dans son histoire une grande place aux aspects religieux et aux oracles. Il les citait, il les croyait, et il rattachait à l'occasion les éléments à des causes de ce genre. La divinité le voulait, dit-il, et tout cela est balayé hors de l'histoire dès que l'on aborde Thucydide. Vraiment, l'histoire au sens moderne du terme apparaît à ce moment-là. On n'est plus dans l'histoire sainte. S'il cite des oracles, et c'est ça qui est intéressant, Thucydide va citer des oracles, c'est pour montrer comment on les déforme aisément, ou pour voir en eux le reflet des inquiétudes humaines. Et s'il indique qu'une prophétie avait correctement annoncé la durée de la guerre, il précise, pour ceux qui se fondent sur les oracles, on trouvera là le seul cas sûr les confirmant. Et donc c'est extrêmement relatif ce rapport aux oracles. Il y a d'ailleurs un passage très intéressant lorsqu'il parle de la peste. Il dit qu'il y avait eu un oracle qui annonçait une peste et qu'on a lu qu'une peste allait se déclarer au moment de la guerre ou quelque chose. Non, plutôt une épidémie allait se déclarer. Et il fait la remarque, il disait, je vous lis le passage, on verra arriver la guerre dorienne et avec elle l'épidémie. En fait, il y eut des accords, le mot figurant autrefois dans le vers n'aurait pas été épidémie, loïmos, mais famine, limos. Pourtant, la vie qui naturellement prévalut fut en l'occurrence que le mot était épidémie. Les gens réglaient en effet leurs souvenirs sur ce qui leur arrivait. Et si j'imagine il se présente jamais une autre guerre dorienne après celle-ci, et qu'il se trouve y avoir famine, c'est naturellement sous cette forme que l'on fera la citation. Ouais, donc les oracles, on les entend comme on veut, on lit son horoscope, et puis en fait on veut lire, on veut interpréter les événements à partir de ça. Donc vous voyez, mise en retrait de la lecture religieuse ou mythique. Pourquoi cela? Alors, c'est une époque particulière où apparaissent les sophistes, la grande rhétorique. Et on voit d'ailleurs que la construction du récit chez Thucydide, quand il y a une guerre, il va prendre les chefs des deux parties qui vont faire un grand discours. Et à chaque fois, ces discours sont des discours opposés. Parce que chacun a son avantage et dénonce la faiblesse de l'autre. Il va dire, mais c'est nous qui avons le plus de chance. Donc on a un discours rhétorique fondé sur le vraisemblable, de la grande rhétorique grecque. Et ça vient de la formation sophistique. Elle le dit d'ailleurs, Jacqueline de Romilly, il a mis en œuvre toutes les méthodes et toutes les formes de pensée que venait d'élaborer une cité en plein épanouissement, où tout se découvrait et s'inventait à la lumière du rationalisme. Vraiment l'apparition d'une pensée rationnelle à cette époque, donc antérieure à la peste.
Euh, Bien sûr, on pourrait voir un écho de cela à travers la formation de Périclès, qui reste quand même le héros et le modèle pour Thucydide. Périclès est formé par le sophiste Damon. Il va suivre des leçons de Zénon d'Élée, donc il y a aussi une partie métaphysique, mais ce qu'il apprend chez Zénon d'Élée, c'est plutôt le mode de réfutation fondé sur les antinomies, qui réduisait ses interlocuteurs à l'aporie. Il y a un vers de Timon de Flionde qui dit « De Zénon double langue, invincible est la force, il a réponse à tout. » Mais le maître, et ça c'est Plutarque qui parle. Vous savez, si vous voulez avoir une vraie biographie de Périclès, il faut lire Plutarque dans les vies parallèles et pas Thucydide qui lui prend les grands événements. Les personnages interviennent dans ce grand mouvement qu'est la guerre. Mais si on veut se focaliser sur un personnage, ben voilà, là il faut prendre la biographie de Plutarque à laquelle je me réfère. Et Plutarque rapporte l'importance d'Anaxagore. On est avant Aristote, avant Platon, et le père vraiment de ce qu'on pourrait appeler, ce que Jacqueline de Romilly appelle le rationalisme, on va voir de ce dont il s'agit, c'est Anaxagore de Clazomène, que ses contemporains surnommaient l'esprit, on pourrait dire l'intellect, soit parce qu'ils admiraient l'intelligence si haute et si remarquable dont il fit preuve dans l'étude de la nature, soit parce qu'il fut le premier à admettre comme principe de l'ordre du monde, non la fortune, ni la nécessité, mais l'intellect pur et sans mélange qui, dans la masse indistincte qui compose l'univers, sépare les éléments formés de substances semblables. Et à son sujet, on parlera de haute spéculation. En fait, il ne faut pas oublier que ce rationalisme n'a rien à voir avec le rationalisme moderne, si on peut employer ce terme. Pour le grec, nous sommes doués de raison, mais cette raison est une lumière qui nous permet de voir la raison qui est dans le réel, dans les choses. Et donc, Anaxagore, on pourrait dire, l'affirmation centrale d'Anaxagore, c'est qu'il y a une rationalité dans les choses, et dès lors on peut explorer une causalité naturelle dans les choses. On n'est pas obligé de partir de l'intervention divine, de la déesse fortune, du hasard. Il y a des relations de cause à effet dans le plan horizontal du monde. Et ça, c'est vraiment fondamental pour penser l'histoire avec Thucydide. D'ailleurs, il y a un passage célèbre, une anecdote sur Périclès, sur les profits qu'il retira de sa fréquentation d'Anaxagore. Il apprit d'Anaxagore, Périclès, apprit d'Anaxagore à s'élever au-dessus de la superstition. Celle-ci naît de la terreur qu'inspirent les phénomènes célestes aux hommes qui n'en connaissent pas les causes. Et comprendre les phénomènes célestes, c'est déjà un premier point, quand il y a une éclipse, notamment. Ils s'inquiètent et se troublent devant les choses divines à cause de leur ignorance. Or, celle-ci est dissipée par l'étude de la nature qui remplace la superstition tremblante et fébrile par une piété solide, riche, et riche en belles espérances. Un jour, on apporta à Périclès de son domaine rural la tête d'un bélier qui n'avait qu'une corne. Quand le devin Lampon, un devin arrive, qui s'appelle Lampon, vit cette corne qui avait poussé, solide et vigoureuse, au milieu du front de la bête, il déclara « Le pouvoir des deux parties qui divisent la cité, celui de Thucydide, un autre Thucydide, pas celui et celui de Périclès, passera entre les mains d'un seul homme, celui chez qui ce prodige est apparu. » Donc on voit une corne sur la tête d'un bélier, et le devin dit cette corne unique, ça annonce le passage du pouvoir à Périclès, puisqu'on a trouvé. Anaxagore lui fit ouvrir le crâne et montra que le cerveau n'avait pas occupé toute sa place. Il avait pris la forme allongée d'un œuf et avait glissé de toute la boîte crânienne vers l'endroit précis où la corne s'enracinait. Sur le moment, les assistants admirèrent Anaxagore. Vous voyez, on verra qu'il y a une suite. On reprendra ce texte dans une prochaine leçon. Mais la découverte, c'est qu'il y a des causes physiques, il y a des causes naturelles. Il y a une seule corne parce qu'il y a un problème cérébral. Et voilà ce qu'apprend Anaxagore à Périclès, et voilà ce dont hérite aussi Thucydide. Il y a bien sûr l'expérience de la démocratie. La démocratie, on devient responsable de la cité par tirage au sort.
On est tout le temps exposé à des débats contraires. On est à un moment stratège, élu stratège, d'ailleurs Thucydide le sera, comme Périclès, et il sera à un moment exilé, hein, pour une affaire voilà, qui va jouer d'ailleurs un rôle, puisqu'il va être exilé dans des terres qui sont du côté du Péloponnèse, en Thrace, et donc il dira « j'ai pu observer aussi la guerre depuis l'autre camp ». Et ça m'a apporté. Donc, vous voyez, cette alternance des partis, hein, on pourrait dire, dans la démocratie, le fait que le pouvoir ne cesse de passer de l'un à l'autre et que chacun doit justifier aussi le fait qu'il soit en charge de la cité, eh bien, il y a un développement de l'argumentation, hein, du logos, nécessairement. Enfin, on pense que dans son exil, au moment où il va écrire l'histoire du Péloponnèse, où il va commencer à le faire du moins, il a rencontré Hippocrate. Hippocrate est le père d'une médecine aussi, causale, fondée sur les 4 humeurs, mais qui réfléchit à la maladie, et la maladie n'est plus quelque chose qui vient d'en haut, mais qui a des causes. Alors, il y a un traité d'Hippocrate sur les épidémies, sur les atmosphères qui changent, atmosphères salubres, insalubres, et c'est le père de la distinction entre maladie endémique et maladie épidémique. Donc, il y a aussi ce rapport hippocratique aux choses, à tel point que Jacqueline de Romilly dira sa manière de concevoir l'histoire, c'est un peu comme un médecin, et il pratique une autopsie sur cette guerre, qui est un modèle médical très fort chez Thucydide. Je vous rappelle que face à la peste, vous connaissez le commandement d'Hippocrate, hein, c'est devenu célèbre, en latin on appelle ça le CLT. Je ne sais pas si vous avez entendu, CLT, ça veut dire Cito longe tarde. Ça veut dire Cito longe fugeas, ça veut dire vite, fuis loin et reviens tard. D'ailleurs, il y a un polar de Fred Vargas qui s'appelle Pars vite et reviens tard, qui est fondé justement, enfin, qui est une citation de ce Cito longe tarde. Donc, face à l'épidémie, on ne peut rien, on ne sait pas comment s'en sortir. La seule chose, c'est pas le confinement là, mais si c'est une pandémie, où est-ce qu'on va fuir? Mais enfin, c'est la même chose, hein. Vite, pars vite, et loin, et reviens le plus tard possible. Bon, voilà, c'était la recommandation d'Hippocrate à l'époque. On n'avait pas beaucoup de choix. Donc, c'est cela qui va se rassembler chez Thucydide, et c'est cela qui va permettre cette lecture rationnelle de l'histoire, sans l'intervention directe des dieux. Et d'ailleurs, celui qui va se souvenir de cette leçon, ça sera Lucrèce, hein, dans De la nature des choses. De la nature des choses finit avec la peste d'Athènes, et que n'a pas vécu Lucrèce lui-même. Et il va faire des amplifications à partir du texte de Thucydide qu'il a lu. Mais vous voyez, cette vision matérialiste, rationaliste, voilà, elle se cristallise profondément chez Thucydide, qui est vraiment le penseur de l'objectivité, et donc quelqu'un qui est toujours actuel dès qu'on essaye de penser. Ce qui est très beau, c'est que à partir de là, Thucydide va développer ce qu'on pourrait appeler une science de l'homme. Ce qui l'intéresse, c'est la causalité des choses, mais aussi la causalité humaine. Tout revient vers l'homme. Et il y a un passage très beau qui explique la manière dont Thucydide va faire de l'histoire. Il explique, hein, en ce qui concerne les actes qui prirent place au cours de la guerre, je n'ai pas cru devoir, pour les raconter, me fier aux informations du premier venu, non plus qu'à mon avis personnel, ou bien j'y ai assisté moi-même, ou bien j'ai enquêté sur chacun auprès d'autrui avec toute l'exactitude possible. Vous voyez, prendre des témoignages, travailler au recoupement des témoignages. J'avais d'ailleurs de la peine à les établir, car les témoins de chaque fait en présentaient des versions qui variaient, et il reconnaît cette diversité des témoignages, selon leur sympathie à l'égard des uns ou des autres, et selon leur mémoire.
voit aussi qu'un témoignage est partiel à cause de la mémoire, mais aussi partial lié à la sympathie. À l'audition, et écoutez bien ça, hein, à l'audition, l'absence de merveilleux dans les faits rapportés paraîtra sans doute en diminuer le charme. Donc il reconnaît qu'il abandonne le merveilleux qu'on trouve encore chez Hérodote. Peut-être que ça va diminuer le charme du récit, moins cocasse, moins plaisant. Mais si l'on veut voir clair dans les événements passés et dans ceux qui, à l'avenir, en vertu du caractère humain qui est le leur, présenteront des similitudes ou des analogies, qu'alors on les juge utiles, et cela suffira. Ils constituent un trésor pour toujours, plutôt qu'une production d'apparat pour un auditoire du moment. Constituer un trésor pour toujours. Et c'est ce qui arrive avec cette réactivation de la lecture de Thucydide dès qu'il y a un grand drame pour l'humanité. Il a réussi son coup. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une continuité humaine. Vous voyez, c'est en vertu du caractère humain des événements. Donc, je repère la causalité humaine, le caractère humain des événements, et cela parlera tant qu'il y aura des hommes. C'est vraiment on pourrait dire cet humanisme de Thucydide qui est à l'arrière-plan de sa rationalité. Et, autre point, l'expérience, et c'est là qu'on arrive à ce qui va être un peu la thèse de cette causerie, l'expérience de la peste va jouer un rôle fondamental. Ce qui auparavant, continue Thucydide, ça c'est dans le livre 1, le fameux chapitre 22 et 23 du livre 1, qu'on appelle un peu le discours de la méthode de Thucydide. Ce qui auparavant se racontait dans des récits, mais se vérifiait rarement dans les faits, perdit tout caractère d'invraisemblance. Ainsi pour les tremblements de terre, qui tout à la fois couvrirent des régions plus étendues que jamais, et y furent plus forts. Et pendant cette guerre, il y a des tremblements de terre. Des éclipses de soleil, qui se montrèrent plus fréquentes que dans tous les souvenirs des époques antérieures. Des grandes sécheresses dans certains pays, par suite aussi des disettes. Enfin, cette cause majeure de dommages, et en partie du moins d'anéantissement, l'épidémie de peste. Tout cela sévit en même temps que cette guerre. Et vous comprenez que ce qui s'est passé, c'est pas tellement que la raison est venue tout armée pour dissiper le mythe, c'est plutôt que des peurs ancestrales qu'on a rattachées à des épisodes mythologiques, tremblements de terre, éclipses, sont devenus des faits. C'est pas que la raison dissipe le mythe, c'est que l'événement, tout d'un coup, qui relevait d'une lecture mythologique, devient un fait pour Thucydide. C'est-à-dire qu'il va expérimenter cette peste dont on parle dans le camp des Achéens, les flèches d'Apollon, il va en être atteint. Et puisqu'il en est atteint, c'est cela qui ramène la chose du domaine mythologique, imaginaire lointain, à une factualité qu'il va pouvoir analyser avec la rationalité de la cité grecque à l'époque. Voilà, donc l'affirmation que je voudrais porter ici, c'est que la peste a joué un rôle dans le développement de cette rationalité grecque. Que le livre 2 qui parle de la peste d'Athènes est un livre capital qui parle du début de la guerre, et la peste d'Athènes, racontée par Thucydide, se situe entre deux discours très importants de Périclès. Et donc, il y a un lien, un discours de Périclès avant la peste, qui parle de la grandeur d'Athènes, et un discours après la peste, où Périclès est mis en cause, et qui continue à dire « il y a quelque chose de plus grand, vous voulez me condamner parce qu'il y a eu cette peste et que je vous ai lancé dans une guerre, et vous allez être en train d'être terrassé peut-être, mais attendez, le but, c'est pas la simple conservation de soi. » Alors ça, c'est ça qui va nous intéresser. D'abord, le texte sur la peste, un texte vraiment très important. Je voudrais qu'on le prenne dès le début. Donc les gens de Sparte se sont depuis peu de jours en Attique, quand l'épidémie se mit à sévir parmi les Athéniens.
Vous savez que parce que les Lacédémoniens, ce qu'on appelle comme ça, ouais, les Spartiates, vont attaquer en fait l'Attique tout autour d'Athènes, il va y avoir un rapatriement de population, notamment des paysans, de tous ceux qui sont à l'extérieur, vers la ville. Et donc il va y avoir une grande densité de population dans la ville. C'est ça aussi qui va favoriser l'épidémie. Il faut comprendre que c'est aussi en lien avec ce rassemblement des populations dans les remparts d'Athènes. Alors, on racontait bien qu'auparavant, déjà, le mal s'était abattu en diverses régions. L'Égypte, la Libye, ce qu'on raconte généralement, bon, du côté de Lemnos, entre autres. Mais on n'avait nulle part souvenir de rien de tel comme fléau, ni comme destruction de vie humaine. Donc il y a une nouveauté. On n'a pas de souvenir d'un tel fléau. C'est ce que raconte le début de l'Iliade, mais c'est plus fort. Rien n'y faisait. Rien n'y faisait. Donc découverte aussi de l'impuissance. Ni les médecins qui, soignant le mal pour la première fois, se trouvaient devant l'inconnu. Et qui étaient même les plus nombreux à mourir, dans la mesure où ils approchaient le plus de malades. Ni aucun autre moyen humain. Donc ça commence par la médecine, mais une médecine qui se trouve impuissante. Alors on pourrait dire, il faut se tourner vers les dieux. Mais écoutez la suite, c'est là que se joue cette rationalité. De même, les supplications dans les sanctuaires, ou le recours aux oracles et autres possibilités de ce genre, tout restait inefficace. Pour finir, ils y renoncèrent, s'abandonnant au mal. Et dans la suite, ce qui va être raconté, c'est justement cette sorte d'excès du mal de l'épidémie, devant laquelle la prière même n'a plus aucun pouvoir. Les sacrifices faits aux dieux n'ont aucun pouvoir. Donc ni la médecine, ni les médecins, ni les prêtres, si j'ose dire. Non, c'est ça. Et écoutez la suite. Quelle va être la position de Thucydide? On va retrouver dégager le caractère humain pour que ça puisse parler à ceux qui vont suivre. Pour moi, je dirais comment cette maladie se présentait. Une exposition objective, c'est quand même fou. Les signes à observer pour pouvoir le mieux, si jamais elle se reproduisait, profiter d'un savoir préalable et n'être pas devant l'inconnu. Voilà ce que j'exposerai après avoir en personne souffert du mal et avoir vu en personne d'autres gens atteints. Donc il a été lui-même malade de cette peste. On pense que c'est une fièvre typhoïde en réalité, bon, mais il a été atteint lui-même, et ce qu'il va faire, c'est rapporter des faits qui, en raison de leur caractère humain, c'est l'homme qui est atteint, pourra parler, et d'autres peut-être. Vous voyez, il y a cette idée qu'il y a un possible progrès de la science, c'est déjà là. Et donc il s'agit de rassembler un document pour ceux qui vont suivre. C'est ça la grande modernité de Thucydide. Alors par la suite, l'excès, je passe sur les symptômes, il y a beaucoup d'explications sur les différents symptômes de la maladie qui sont très nombreux, qui prennent diverses formes. Le caractère de cette maladie passa en effet toute expression. De façon générale, la dureté avec laquelle elle frappait chacun n'était plus à la mesure de l'homme. Et un détail révéla en particulier qu'elle était sans rapport avec les maux courants, c'est que les animaux susceptibles de manger la chair humaine, oiseaux ou quadrupèdes, malgré le nombre des cadavres laissés sans sépulture, ou bien n'en approchaient pas, ou bien, s'ils y goûtaient, mouraient. On en a la preuve, car pour ce genre d'oiseaux, il disparut de façon sensible, et on n'en voyait pas, ni ainsi occupé, ni autrement. Quant aux chiens, vivant près de l'homme, il fournissait mieux l'occasion d'observer ses effets. C'est terrible, c'est-à-dire que les gens meurent, et même les corbeaux sont dégoûtés. Il n'y a plus de corbeaux dans le ciel. Dans les charniers des guerres, des batailles, on voyait les corbeaux tourner, venir... Non, là, c'est tellement terrible que voilà, ça ne marche même plus. Les gens mouraient les uns faute de secours, bon, classique, les autres au milieu de tous les soins possibles.
il n'y avait, peut-on dire, pas un seul remède déterminé que l'on pût employer utilement, car ce qui était bon pour l'un était justement nuisible pour un autre. Expérience du singulier qui n'a pas de remède universel. Enfin, aucune constitution ne se révéla réfractaire au mal, qu'on la prit robuste ou faible. Il vous emportait sans distinction, en dépit de tous les régimes suivis. Mais le pire dans ce mal était d'abord le découragement qui vous frappait quand on se sentait atteint, l'esprit passant d'emblée au désespoir, on se laissait bien plus aller sans réagir. C'était aussi la contagion, qui se communiquait au cours des soins mutuels. On se souvient ça, il ne faut plus de baisers de paix, il ne faut plus de soins mutuels, il faut des gestes barrières. Ben voilà, déjà, la contagion qui se communiquait au cours des soins mutuels et semait la mort comme dans un troupeau, c'est là ce qui faisait le plus de victimes. Le soin fait des victimes. Ouais, c'est ça le mystère de la contagion. Si par crainte les gens refusaient de s'approcher les uns des autres, ah tiens, on en parle. Si par crainte les gens refusaient de s'approcher les uns des autres, ils périssaient dans l'abandon. Et bien des maisons furent ainsi vidées, faute de quelqu'un pour donner des soins. Vous voyez, le confinement, vous êtes dans votre EHPAD, séparés, mais vous périssez dans l'abandon, parce qu'en fait, la maladie va venir. Il est en train de décrire une situation terrible, que spontanément, on pourrait, et surtout à cette époque-là, dépeindre comme un châtiment du ciel. Mais c'est ça la force de Thucydide. C'est, ayant traversé l'épidémie, de rester dans la raison. S'il s'approchait, donc on laisse les gens dans l'abandon, mais si on, alors prenons le cas, on s'approche. S'il s'approchait, le mal les terrassait, surtout ceux qui prétendaient à quelque générosité et qui, par respect humain, enfin le mot respect humain est mal choisi, par respect des hommes, entraient sans regarder à leur vie auprès de leurs amis. Aussi bien, les proches eux-mêmes, pour finir, n'avaient seulement plus la force de pleurer ceux qui s'en allaient, l'ampleur du mal triomphait d'eux. Ceux, pourtant, qui en avaient réchappé montraient envers mourants et malades une pitié plus grande, et ils connaissaient d'avance les symptômes, tout en n'ayant plus de crainte personnelle. Et ça finit avec ces personnes qui se sont exposées, qui ont essayé les soins, ces soins qui pouvaient être mortels pour eux, et ceux qui ont traversé, eh bien, ils ont une pitié plus grande et ils peuvent continuer à être auprès des autres. Mais il y a toujours cette thèse d'une exposition de soi. Alors, la maladie fut dans la cité. Oui, passage. Les lieux sacrés où l'on campait étaient pleins de cadavres, car on mourait sur place. Devant le déchaînement du mal, les hommes, ne sachant que devenir, cessèrent de rien respecter, soit de divin, soit d'humain. C'est cette situation-là. Les cadres explosent, mais c'est dans cette explosion des cadres, voyons, on pourrait se réfugier dans une explication mythologique encore plus radicale. On est face à une telle absurde. Non, voilà. Thucydide, lui, face à cette épreuve, dit il faut aller plus loin dans la raison. Comprendre la logique de la chose. D'une façon générale, la maladie fut dans la cité à l'origine d'un désordre moral croissant. L'on était plus facilement audacieux pour ce à quoi auparavant l'on ne s'adonnait qu'en cachette. On voyait trop de retournements brusques, faisant que des hommes prospères mouraient tout à coup et que des hommes hier sans ressources héritaient aussitôt de leurs biens. Et on est sur le point de tout perdre, et bien qu'est-ce qu'on fait? Il faut tout dépenser, il faut y aller à fond. Aussi fallait-il aux gens des satisfactions rapides, tendant à leur plaisir, car leur personne comme leur bien était à leurs yeux sans lendemain. C'est l'exposition ici d'une vie sans lendemain. Peiner à l'avance pour un but jugé beau n'inspirait aucun zèle à personne, car on se disait que l'on ne pouvait savoir si, avant d'y parvenir, on ne serait pas mort. L'agrément immédiat et tout ce qui, quelle qu'en fût l'origine, pouvait avantageusement y contribuer, voilà ce qui prit la place et du beau et de l'utile. Crainte des dieux ou loi des hommes, rien ne les arrêtait. D'une part, on jugeait égal de se montrer pieux ou non, puisque l'on voyait tout le monde périr semblablement, les bons, les méchants, les hommes pieux, les impies, pareil, tout le monde meurt. Et en cas d'acte criminel,
Personne, voilà, ça c'est très bon, en cas d'acte criminel, personne ne s'attendait à vivre assez pour que le jugement eût lieu et qu'on eût à subir sa peine. Autrement, lourde était la menace de celle à laquelle on était déjà condamné. Et avant de la voir s'abattre, on trouvait bien normal de profiter un peu de la vie. Vous voyez que l'expérience de la peste, c'est l'expérience d'une situation où la vie est sans lendemain et où le plaisir immédiat, ce désordre moral qui met en évidence, passe avant l'utile et le beau. On n'a plus envie de peiner pour l'utile et le beau. Et c'est là où il voit se défaire, d'une certaine façon, la cité, se défaire l'humanité devant cette peste. Et c'est là où il va y avoir le problème majeur, c'est-à-dire, malgré cela, et c'est l'enjeu du discours de Périclès, malgré cela, il faut continuer à entrer dans cette générosité et à peiner pour l'utile et le beau. Ça va être ça la raison. Et cela au nom d'un dépassement d'une vision purement individualiste, au nom justement d'une vision du bien commun. Parce que c'est dans ces textes-là, et dans le texte avant de Périclès et celui d'après, qu'on voit apparaître cette notion, on pourrait dire, de bien commun, ou de police, de cité, capable de donner à l'homme, bien sûr, plus que ce qu'il peut se procurer individuellement en tirant son épingle du jeu, mais aussi qui est capable de permettre à l'homme d'avoir un cadre qui lui donne son plein épanouissement. Et c'est pour ça qu'il faut défendre la cité. Alors, ces textes sur la peste, qui montrent bien qu'on est d'une certaine façon sans recours, sont encadrés, comme je vous l'ai dit, par deux textes, deux discours de Thucydide. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'oraison funèbre, que va prononcer Périclès, pardon, j'ai dit deux discours de Thucydide, mais c'est deux discours de Périclès, rapportés par Thucydide. L'oraison funèbre que Périclès, alors stratège, va prononcer pour les funérailles officielles des premiers morts de la guerre. Et il va dire d'abord que c'est difficile, Périclès, d'adopter un ton juste en une matière où la simple appréciation de la vérité trouve à peine des bases fermes. On ne tolère pas sans limite les louanges prononcées à propos d'un tiers. Voyez, celui qui est mort pour la patrie, on fait des grands discours. Voilà, Emmanuel Macron est spécialiste de ça. Et Périclès dit, il commence tout de suite son discours en disant « Oula, il faut se méfier ». Vous voyez la finesse, hein, la subtilité. On a tendance qu'il n'y a pas eu beaucoup de progrès depuis, qu'on a même régressé. Mais il va commencer, il ne va pas tout de suite parler justement de faire l'éloge de l'héroïsme, du courage, il va dire d'abord qu'est-ce que c'est que cette cité. Et il reconnaît que c'est à sa génération d'avoir porté à pleine maturité le développement de cette cité. Nous avons mis la cité en état de se suffire pleinement en tout, pour la guerre comme pour la paix. Cette autarkeia, cette autarcie de la cité qui est capable de donner à l'homme le cadre qui lui permet de se déployer pleinement. Il affirmera qu'au fond, les Athéniens sont devenus des exemples plutôt que des imitateurs, notamment par cette loi qui n'est plus celle du petit nombre, mais de la majorité, qu'on appelle la démocratie, par le tirage au sort, le fait que n'importe qui, malgré sa condition, bien sûr, en dehors des esclaves, hein, il faut quand même rappeler que c'est une société esclavagiste, mais sinon, tous les autres avaient accès, pouvaient avoir accès à des responsabilités dans la cité, mais même devaient avoir accès. Et il y a un passage extraordinaire où il insiste sur l'éducation, et il dit, mais qu'est-ce que c'est que l'éducation qu'on doit fournir aux Athéniens? Et la comparaison, bien sûr, c'est avec Sparte. Éduquer, c'est apprendre à Sparte à se défendre en vue de la guerre. Ces gens de Sparte qui établissent dès la jeunesse un entraînement pénible pour atteindre au courage, c'est pas ça.
Nous, on est capable d'affronter des dangers équivalents, mais nous, ce que nous voulons d'abord, c'est bien vivre. C'est pas être toujours à s'entraîner en vue de la guerre. C'est ça la différence entre Athènes et Sparte. Et voilà ce qu'il dit, il a un passage étonnant, c'est en nous laissant vivre. Cette expression, il faudrait voir le grec, hein, laisser vivre, vivre sans contrainte, on peut traduire comme ça. En fait, vivre bien, c'est en nous laissant vivre, plus qu'en nous entraînant aux épreuves, et avec un courage tenant moins aux lois et plutôt au caractère que nous acceptons les dangers. Il nous reste un bénéfice, c'est en évitant de souffrir à l'avance pour les épreuves à venir, de montrer, quand nous les abordons, tout autant d'audace que les gens continuellement à la peine. Autrement dit, on ne peut pas, la cité n'éduque pas pour se préparer à la guerre. Elle fait la guerre pour qu'il y ait une cité protégée, afin que l'homme puisse s'y épanouir dans le rapport au beau, au vrai et dans les amitiés. C'est d'ailleurs ce qu'il dit juste après. Nous cultivons le beau dans la simplicité et les choses de l'esprit sans manquer de fermeté. Et il va insister sur cette relation de parole qu'il doit y avoir entre tous les citoyens et sur le fait que tous peuvent dans cette cité s'occuper de ses affaires et s'occuper des affaires de la République, ou enfin de l'État, comme on traduit ici, de la police. Et après cela, il explique que la cité dans son ensemble, voilà, c'est une vivante leçon, c'est le lieu où l'homme se déploie pleinement, et c'est pour ça qu'on peut après faire la guerre pour elle. Vous voyez, il y a une finalité, il y a un but. On ne s'est pas préparé simplement à la guerre pour faire la guerre et pour être les meilleurs, mais parce qu'on a fait ce lieu qui est en lui-même le lieu du déploiement de la liberté humaine. Pour ça, se laisser vivre, vivre bien simplement. Et à partir de là, il peut faire l'éloge de ceux qui ont exposé leur vie. Et il dira, le danger à courir leur est apparu comme beau entre tous. Ou encore, que leur modèle inspire aujourd'hui votre émulation, et mettant le bonheur dans la liberté dans la vaillance, ne regardez pas de trop près, vous non plus, au péril de la guerre. Tous savent en effet que l'existence est faite de vicissitudes variées. L'heureuse fortune consiste à rencontrer ce qui est le plus noble, soit en fait de mort, comme ces morts, soit en fait de chagrin, comme vous. Et c'est d'avoir eu une vie si bien calculée que le bonheur y coïncide avec la fin. Et il va dire qu'il va évoquer bien sûr la question de la gloire. Et donc, avoir une cité, avoir des familles que l'on peut défendre, avoir une vie belle, une vie bonne, qui n'est pas une vie belliqueuse, qui est une vie de pensée, de poésie, de débat politique. Et c'est cela qu'il faut protéger. Et pour cela, on peut mourir. Alors, deuxième partie, bien sûr, il y a la peste. Il déclenche la guerre. Il leur explique que, voilà, on va faire la guerre pour protéger cette cité. Mais il y a la peste qui va saigner la cité. Il y a eu tellement de morts. Au livre 3 de la guerre du Péloponnèse, Thucydide dit que les pertes subies par la population n'ont pu être évaluées. Il est face vraiment à de l'innombrable. Diodore de Sicile dira que c'est peut-être un tiers de la population qui est mort. Donc, vous voyez, on partait en guerre, et puis tout d'un coup, un tiers de la population disparaît. Et alors, on va accuser Périclès. Plutarque va être assez précis sur ces accusations. Il va dire « Le fléau de la peste s'abattit sur Athènes, elle faucha l'élite de la jeunesse et toutes les forces de la cité. Elle fut aussi pernicieuse pour les âmes que pour les corps. Les Athéniens étaient exaspérés contre Périclès et s'en prenaient injustement à lui, comme des gens égarés par la maladie s'en prennent à leur médecin ou à leur père. » Le médecin ou le père, c'est Périclès, mais on est égaré par la maladie. Il se laissait convaincre par ses ennemis, les ennemis de Périclès, que la maladie était provoquée par l'afflux dans la ville d'une multitude de paysans qui restaient en plein été entassés pêle-mêle dans des maisons minuscules et des tentes étouffantes, où ils étaient obligés de vivre sans sortir, sans rien faire, au lieu de mener la vie salubre en plein air qu'ils connaissaient auparavant. C'est la faute de Périclès, disait-on. C'est lui qui, à cause de la guerre, a déversé à l'intérieur de nos murs cette foule venue des champs. Et l'étranger qui est rentré... il n'emploie rien
il n'emploie à rien tous ces gens, il les laisse parquer comme du bétail, se transmettre la contagion sans leur permettre de changer de place et de respirer. Ça me rappelle des choses, bien sûr. Mais vous voyez bien, c'était ce repliement des gens de la campagne dans la ville parce qu'il y avait les ravages causés par l'armée lacédémonienne. Et alors Périclès, dans cette situation, va faire quelque chose qui est assez extraordinaire. Il va dire, bah, il y a la peste, mais il faut qu'on reparte au combat, parce qu'il faut les mobiliser vers autre chose. Alors même qu'il y a la peste, il ne se laisse pas démoraliser, et il dit, il fait une entreprise maritime, vous voyez, encore de combat, parce que Athènes était forte sur la mer, pas sur la terre. Voulant remédier à cette situation et infliger par la même occasion quelques pertes aux ennemis, Périclès équipa 150 navires sur lesquels il fit embarquer de nombreux hoplites de valeur ainsi que des cavaliers. On s'apprêtait à lever l'ancre et ce déploiement de force inspirait autant d'espoir aux citoyens que de haine aux ennemis. L'embarquement était déjà terminé et Périclès était à bord de sa propre trière quand soudain il y eut une éclipse de soleil. L'ombre se fit et tous furent frappés de terreur. Considérant qu'il s'agissait d'un grand présage, Périclès, voyant son pilote terrifié et indécis, lui mit sa chlamyde devant les yeux et lui en voila le visage. Puis il lui demanda si cela lui faisait peur ou s'il y voyait l'annonce d'un événement terrifiant. « Non, dit l'homme. » Et alors, répliqua Périclès, « quelle différence y a-t-il avec les ténèbres qui nous ont entourés, sinon qu'elles ont été causées par un objet qui est plus grand que ma chlamyde ?» Et donc il lui cache avec ses yeux, il dit, voilà, c'est un éclipse. Pourquoi tu vois un signe terrifiant ? Et ce qui est extraordinaire, c'est chez Périclès, c'est le fait que ce n'est pas simplement pour désengorger Athènes de cette masse de population qu'il lance cette expédition, mais c'est pour dire il faut encore qu'on ait un but. Il ne faut pas qu'on se laisse terrasser par cette épidémie. Nous sommes faits pour mourir. La vraie question, c'est bien mourir. Mourir dans le bien. C'est ça qui est en jeu. Donc il faut continuer dans ce sens-là. Et c'est précisément ce qui va être le discours de Périclès. Comment est-ce qu'on échappe à la mort par asphyxie du Covid? Eh bien, non pas en se protégeant chez soi et en s'asphyxiant dans le confinement simplement, mais aussi en trouvant un lieu où déployer le bien et où être capable d'entrer dans une générosité jusqu'à la mort. Donc dans une forme d'exposition. Vous voyez, c'est ça qui est en jeu. Quelque chose qui va être au-delà de l'individualisme. Au-delà de la conservation de soi. Et c'est ça ce qui se joue dans le dernier discours de Périclès, où il sait qu'il est en train de se faire détester, mais il continue à dire, on a fait cette guerre pour cette cité, et en réalité, si la patrie va à la ruine, si ce lieu où peut se déployer une vie pleinement humaine, parce que c'est une vie avec l'histoire, la culture, c'est pas une vie de chasseur-cueilleur, bien sûr, la vie de la cité, mais qui déploie des potentialités humaines comme un homme seul ne peut pas les déployer, ou même comme une famille ne peut pas les déployer. Donc si la patrie va à la ruine, tout le monde est entraîné dans sa perte. Alors que, dit-il, malheureux dans une cité heureuse, on peut se tirer d'affaire. La cité heureuse est plus... Vous voyez, l'idée de tirer son épingle du jeu et de laisser la cité aller à la ruine, c'est un mauvais calcul. Si la cité va à la ruine, c'est la destruction des relations humaines. Ce qu'on voit, je ne peux plus aller au bistrot, même rencontrer mon ami, même si c'était ça, parce qu'il faut qu'il y ait une sécurité, il faut que le bien commun soit là. Inversement, si la cité est heureuse et que moi je suis dans un malheur privé, j'ai encore un recours. Donc il faut se battre pour la cité, il faut se battre pour le lieu des relations humaines, du beau, du bien. C'est donc l'expérience de la peste qui va faire qu'on va contester Périclès et qu'on va lui dire mais c'est pas possible. Et Périclès répond en disant non, il y a même cette peste est advenue par la fortune. C'est les circonstances extérieures. Il dira bien
des circonstances qui ont passé notre attente, mais il faut supporter ce qui vient du ciel comme inévitable et ce qui vient de l'ennemi avec courage. C'était auparavant l'habitude de notre cité. Il ne faut pas qu'aujourd'hui de votre fait il y soit mis obstacle. Alors qu'est-ce que nous avons voulu dire par cette lecture de Thucydide? Je voudrais qu'il y ait 3 conclusions. Une conclusion à propos de Thucydide, une conclusion à propos de Périclès, et une conclusion à notre propos. La première, c'est que on peut penser que chez Thucydide, vous voyez, l'expérience de la peste est quelque chose qui va fortifier le déploiement du logos grec. Le logos à l'épreuve du loïmos, de la peste, de l'épidémie. On est face à un événement considérable, excessif, et Thucydide va rester à essayer de penser la chose sans renvoyer aux dieux, en essayant, selon la méthode hippocratique, de rassembler des symptômes, des documents pour pouvoir éventuellement soigner dans le futur. Et c'est pour cela qu'il sera repris par Lucrèce, cette raison qui a un sens des choses et de la matière. Donc vous voyez, il aurait pu céder dans cette épreuve et il tient bon, il traverse. Donc l'épreuve de la peste est aussi l'occasion d'entrer dans une confirmation de la raison, cet effort rationnel. Deuxième chose, avec Périclès, on peut s'interroger sur une politique qui serait fondée uniquement sur la conservation de soi. On voit bien que la logique du confinement, c'est l'idée que ce que peut faire de mieux une cité, qui n'a pas de grandes ambitions, qui n'a plus, comme on dit, de roman national, d'idéal, qu'est-ce qu'elle peut faire de mieux à part essayer de préserver des individus et ça montre que, comment dire, cette manière de s'engager très très vite dans le confinement peut nous interroger sur le fait que nous ne sommes peut-être plus une cité, que nous avons une organisation qui essaye de défendre des intérêts individuels, de conserver la vie privée, mais qui nous donne aucune raison de vivre et de mourir. Et continuer à nous dépenser. Qu'est-ce qui vaut la peine? Qu'est-ce qui vaut la peine? Et donc, on serait prêt à entrer dans la peine. Ben, si rien ne vaut la peine, il faut rester chez soi, et il faut se protéger. Il faut se protéger de tout. Et en même temps, on voit bien que on est là chez soi et à 20h, on tape des mains pour acclamer les soignants, c'est-à-dire ceux qui s'exposent. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'au fond, c'est pas la conservation de soi, c'est l'exposition de soi qui est la finalité de la vie. Exposition dans la double sens, c'est-à-dire de cette vulnérabilité au danger, mais parce qu'on a fait le bien, une exemplarité, le fait qu'il y a un rayonnement. Enfin, ce qui est très intéressant, c'est que nous puissions lire ce texte de Thucydide aujourd'hui. Il y a encore peu, ce qui occupait les médias, c'était la question du transhumanisme. Bien sûr qu'aujourd'hui se révèle une vulnérabilité contre laquelle on ne pourra jamais rien. La fragilité humaine à jamais. Et aujourd'hui, tout d'un coup, Thucydide devient à nouveau notre contemporain et plus actuel que ce qu'on nous raconte dans les actualités. Et c'est ça peut-être le point le plus profond, c'est que la blessure dévoile ce qui est indemne, ce qui reste indemne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où l'humanité apparaît comme blessée, atteinte, oui, elle est blessée, elle est vulnérable, comme l'humanité d'autrefois. Et dès lors, on retrouve ce lien avec cette humanité d'autrefois. Et ce qui est indemne, justement, c'est que nous sommes humains, que nous sommes encore humains, que nous sommes toujours humains.
Ce qui, à travers cette vulnérabilité qui réapparaît, à travers cette blessure, à travers les ravages de la peste, nous redevenons contemporains des hommes de la peste de Milan, racontée par Manzoni, de la peste noire, racontée par Boccaccio, de la peste de Byzance, par exemple, racontée par Procope de Césarée, et puis, bien sûr, la peste d'Athènes, racontée par Thucydide. La blessure révèle, dévoile l'indemne, ce qui demeure. Nous sommes toujours des humains et nous retrouvons une humanité historique. On pourrait dire que le progressisme est mis à bas. C'est pas exactement cela. C'est que nous sommes en train de retrouver l'histoire.